travail de planification, de contrôle des coûts, Oui. Détermination des centres de coûts et suivi d'évaluation des écarts. Exactement, exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on calcule tous ces coûts-là? C'est pas l'objectif spécifique, c'est pas la finalité. Pourquoi on va se fatiguer de calculer tous ces coûts? Allez, exactement, pour voir le produit nous coûte combien. Ça, c'est une première étape. On sait maintenant le produit nous coûte combien. Qu'est-ce qu'on fait encore? Exactement, savoir est-ce que le produit est rentable ou pas. Ça aussi, encore quoi? Exactement, faire une comparaison entre les produits. Quel est le produit qui est rentable? Qu'est-ce qui est le produit qui n'est pas rentable? Un produit aussi peut ne pas être rentable, ou une activité peut ne pas être rentable, mais elle participe à supporter les charges fixes. On verra tout de suite au niveau des marges sur coût variable, c'est toutes ces notions-là. Donc, un produit peut ne pas être rentable, mais elle participe à supporter les coûts fixes. Donc, il ne faut pas dire non, le produit n'est pas rentable, on va l'éliminer. Si vous l'éliminez, votre produit rentable qui était rentable sera moins rentable aussi. Donc, toutes ces notions-là sont importantes à savoir. Donc, on a dit aussi que je vais parler tout de suite du coût standard. Je vais calculer mon coût standard, c'est-à-dire, je dis, pour produire le projecteur-là, normalement, dans les règles de l'art, c'est 200 €. Ça, mon coût de production normal, c'est-à-dire dans tous les pays, c'est 200 € qui me permettent de l'avoir. Ça, c'est mon coût standard. Le coût standard, là, je vais le calculer généralement une fois par an. Une fois par an, je le calcule, je l'affiche, je le bloque dans le système. Après, maintenant, chaque mois ou chaque période, je vais lancer ce qu'on appelle les ordres de production. Au niveau des matières comme à la fois comme telle, la comment on appelle. On fait une matière qu'on appelle la production. On va lancer des OD, quoi. C'est-à-dire, le responsable de production va déterminer selon les prévisions de vente, selon les différents éléments, c'est sur la base de ça, il va lancer les OD. Donc, les calculs de coûts vont se faire sur les OD ou sur une période. Si on me dit, ok, d'accord, le service marketing me dit, il peut vendre 1000. Si j'ai mis ça en quantité, en stock, je vais produire 800. Donc, mon ordre de production sera 800. Je vais produire les 800 là. Donc, sur les 800, je vais consommer les matières premières, je vais consommer la matière, je vais consommer les prix. Après, je vais déterminer le coût unitaire de ces 800 là, que je vais comparer maintenant à mon standard, qui est la norme. Je vais comparer les deux. Je vais dégager des écarts. Il y aura des écarts au niveau de la main-d'œuvre. Au niveau de la matière première d'abord. Il y aura deux types d'écarts là-bas, sur le prix et sur la quantité. Je vais dispatcher ces écarts-là. Je saurai si l'écart qui est, si ça provient du prix. Si ça provient du prix, c'est-à-dire l'augmentation du prix, ça ne dépend pas de moi. Si ça devient de la quantité, c'est-à-dire la quantité, ça veut dire qu'ils ont consommé plus au niveau de la quantité. C'est-à-dire que soit ma machine n'est pas bonne, la maintenance n'a pas été bien faite, ou les ouvriers ont mal travaillé, parce qu'il y a eu plus de revenus. Ça, c'est le premier travail que je vais faire. Le deuxième travail, je vais comparer au niveau des unités de l'eau. Si normalement, je dois produire ça, il me faut 1 heure, alors que sur mon autre coût de 800, les gars ont fait, en 1 heure, ils ont fait 1h30. Je vais dire, il y a une baisse de la productivité. Je vais dire, il y a quoi? Je pourrais alerter directement le responsable de production qui va les alerter aussi. Donc, j'ai un support, un outil de pilotage très performant, très puissant, sur lequel je peux intervenir directement pour corriger les problèmes. Au niveau des prix aussi, je peux intervenir sur le responsable approvisionnement, je peux le dire, ok, d'accord. Je pense qu'il faut chercher à négocier avec des fournisseurs, il faut aller chercher d'autres fournisseurs pour qu'ils les matières premières baissent. Mais si je n'ai pas tous ces éléments-là, si je n'ai pas tous ces éléments de comparaison, je ne pourrais pas le faire. Je vais faire un pilotage là-dessus. Donc, c'est le but, c'est pour cela qu'on fait ces calculs. C'est bon? Donc, on va évoluer sur ce qu'on appelle l'imputation rationnelle.
Ça aussi, c'est une méthode de coût qui va venir corriger le coût complet. Selon vous, pourquoi on va faire l'imputation rationnelle? L'imputation rationnelle, je vais faire ça pourquoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette notion, imputation rationnelle? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Donc, le but d'abord de l'imputation rationnelle, on a parlé de coût fixe et de coût variable. Le but de l'imputation rationnelle, c'est de rendre un peu variable les coûts fixes. Les coûts fixes, par définition, ne sont pas variables. Mais il faut que je tienne compte du niveau d'activité. Si je ne tiens pas compte du niveau d'activité, je vais biaiser les calculs de coûts. Donc, on va faire l'imputation rationnelle pour rendre un peu variable les coûts fixes. On a vu au niveau de la méthode coût complet, les coûts fixes, on ne va pas intervenir dessus, ils sont fixes. Mais on va venir ajuster un peu ces calculs de coûts fixes pour les rendre un peu variables. Pourquoi on va le faire? C'est pour jouer sur la saisonnalité. Par exemple, je sais qu'en saison sèche, on boit beaucoup d'eau potable. Mais en saison pluvieuse, comme il fait moins chaud, on ne boit pas forcément d'eau. Alors que mes charges fixes, et ils sont là, ils ne varient pas. Ils sont les coûts fixes, mais tous mes éléments, ils sont là, ils n'ont pas une petite variation. Donc, je vais déterminer ce qu'on appelle, sur chaque ligne de production, on va déterminer ce qu'on appelle l'activité normale, le nominal de la machine. C'est-à-dire ma ligne là, si elle fonctionne dans les conditions de normale, elle doit produire 500 unités, 600 unités. Ça, c'est la normale. Je vais déterminer mes coefficients d'imputation rationnelle que je vais calculer sur la basse saison et sur la haute saison. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de Haut-Boyard, la haute saison, c'est la saison sèche quand il fait chaud, à partir de décembre, janvier, février, jusqu'au mois de juin. Là, il fait chaud, il y a beaucoup de soleil, là, on va avoir beaucoup d'eau. Donc, ça, c'est la haute saison. Donc, j'ai les deux différents éléments. Donc, je vais dire la haute saison, je vais produire 600. L'activité normale, la dominante de ma machine, c'est 500. Mais en saison basse, je peux produire 300 et 400. Vu que si je produis, je ne vais pas vendre. Donc, je vais essayer de diminuer ma production. C'est le cas de l'entreprise dans laquelle je travaille en France. C'est les barquettes alimentaires. En hiver, on vend moins parce que c'est en été où il fait beau, les gens sortent de compliquer et vont acheter les barquettes alimentaires. Donc, en haute saison, la production va monter. Donc, je vais déterminer ce qu'on appelle le coefficient d'imputation rationnelle, qui est égal à l'activité réelle sur l'activité normale. Un pourcentage que je vais appliquer maintenant avec coûts fixes pour les rendre variables. On verra pourquoi aussi on le fait. C'est bon? La première notion, oui, allez-y. Donc, à ce niveau-là, on peut dire alors que c'est l'adaptation comme à l'activité aux obligations périodiques. Exactement, à la saisonnalité. C'est pour que je prenne en compte cette saisonnalité pour ajuster mes coûts fixes. Parce que si je ne vais pas ajuster ces coûts fixes, vu que l'activité a baissé, mon coût unitaire fixe va augmenter. C'est clair? Voilà. Donc, c'est ça qu'on dit. Ici, on dit cette méthode qui ne prend en compte que le calcul des charges variables. Non, ça c'est la charge. Ça, c'est la méthode suivante. Donc, la première notion, c'est ces éléments-là. Donc, on va voir le cas pratique. Avec le cas pratique, on verra que c'est un peu plus clair.
Donc, ça, c'est le cas pratique de l'imputation rationnelle. On va c'est un cas de très simple, on ne va pas trop s'attarder dessus. On a ici des machines avec des différentes périodes. On dit activité heure machine. La première période, on va considérer ça comme l'activité normale, c'est-à-dire ma machine fonctionne à 500 heures. C'est ça l'activité normale. Activité en période basse, la machine va fonctionner 400. Activité en période haute, elle va fonctionner 550 heures. On a les différentes charges, variables qui correspondent aux fournitures, c'est-à-dire la matière première et la main-d'œuvre directe. Après, on a les charges fixes, c'est-à-dire les charges de personnel. Au niveau de l'administration, l'éducation de l'amortissement, les différentes charges là qui sont fixes. On voit que sur toutes les périodes, sur les 3 périodes, c'est le même montant, 30 000, 30 000, 30 000. Alors qu'ici, les charges variables, on voit qu'elles varient. Ici, on voit que le coût total des charges fixes et variables, c'est 75 quand on fait la somme. Quand on divise ça par 500, on a le coût unitaire. Le coût unitaire ici, par heure, est de 150. Sur les 150, on connaît à peu près les variables vont représenter combien? C'est-à-dire 90, les fixes aussi vont représenter 80, 60. Ainsi de suite. Parce que c'est ici, la charge variable, la somme de charges variables là que j'ai divisé par 500, il va déterminer les deux. Donc, si on fait la somme des deux, ça fait toujours les 150. C'est les 150 qu'on a dispatché pour savoir exactement quelle est la part variable et quelle est la part du coût fixe. Donc, on a déterminé ça. On va passer maintenant à la correction. Au niveau de la correction, on a dit dans l'énoncé qu'il faut déterminer le coefficient de l'imputation rationnelle, qui est égal à activité normale, activité réelle sur l'activité normale. Ici, dans notre premier cas, au niveau de 500, ça c'est l'activité normale. On va déterminer le coefficient de l'imputation rationnelle. Ici, qui est égal à l'activité réelle sur l'activité normale. Donc, ça sera 500 divisé par 500. C'est bon, j'agrandis un peu. Ici, là, on a dit dans le cours ici, on a dit coefficient, c'est l'activité réelle. Activité réelle sur l'activité normale. Oui. Que veut dire quoi? Activité normale. Hein? Que veut dire par activité et activité normale? Oui. Voilà. Ok, d'accord. Activité normale, ça je vous ai dit tout de suite. Quand j'achète une ligne de production, on me dira cette ligne permet de produire 10 000 bouteilles par jour, ou bien par heure, ou bien par mois. Ça, c'est ça qu'on appelle l'activité normale. L'activité réelle, c'est ce que j'ai réellement produit. Ma ligne, dans les conditions normales, peut produire ça.